Bonsoir, bienvenue pour votre rendez-vous avec l'Afrique à la une de ce soir. Sur fond de guerre dans les camps des réfugiés au Nord Kivu, une épidémie de choléra s'est déclarée. Les ONG sur place tirent la sonnette d'alarme face à une contagion exponentielle. Un dossier est consacré à la RDC dans un instant. Centrafrique, c'est sans doute un chapitre qui se tourne pour les militaires français qui lèvent le camp et en finissent avec une vieille collaboration avec Bangui. Mali, une commission mise en place pour établir les premières moutures du projet constitutionnel. Les autorités de transition comptent bien opter pour la souveraineté, notamment économique. On verra sous quel aspect tout à l'heure. Mais avant de développer tous ces titres, on a appris l'arrestation il y a 3 heures de Ali Larayed, ancien Premier ministre tunisien et haut dirigeant du parti Ennahda, et ce dans le cadre d'une enquête sur l'envoi présumé d'hommes en Syrie et en Irak, a indiqué il y a peu sa formation. Larayed, ex-ministre de l'Intérieur puis chef du gouvernement entre 2011 et début 2014, a été entendu pendant plusieurs heures au pôle judiciaire antiterroriste avant d'être écroué, selon un communiqué du parti. Et puis je vous le disais, en Est-RDC, toujours en proie à la guerre, notamment la région du Nord Kivu, théâtre des opérations de l'armée congolaise contre les rebelles, les fameux M23. Les conséquences sur la population inquiètent de plus en plus la communauté internationale, assez silencieuse jusqu'à récemment. Des camps, des réfugiés pullulent non loin de Goma, capitale du Kivu du Nord. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, on signale des centaines de cas de choléra, dont 200 enfants de moins de 5 ans. Les ONG sur place s'inquiètent surtout de la prolifération assez rapide de la maladie. Le centre de traitement du choléra installé dans le territoire de Nyiragongo enregistre entre 50 et 60 cas par jour. Et puis, je vous le disais, depuis de nombreux jours, la diaspora ainsi que les artistes congolais alertent sur la situation humanitaire qui prévaut au Nord Kivu, ce qui incite des officiels occidentaux à prendre leurs responsabilités, à l'instar d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ou encore le porte-parole chinois des Affaires étrangères, avec une différence de taille. Cette fois, on accuse implicitement Kigali d'appuyer à l'endroit du M23. La France s'est exprimée également sur ce soutien. Chrysoula Chakaropoulou, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, charge sans embâche le gouvernement de Kigali. On l'écoute. Les gens sont arrivés en grand nombre, ils vivent dans des conditions extrêmement précaires et la densité de population pose un problème énorme. En plus, on est sur un site de lave, il est très difficile de construire quoi que ce soit, d'avoir accès à l'eau et nous notons déjà l'apparition de cas de choléra. Justement, pour mieux comprendre la situation inquiétante au Nord Kivu, nous avons en direct avec nous de Kinshasa Forifi Louchouma, le coordinateur national du mouvement Urgence panafricaniste en RDC. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Comme nous le disions, la situation au Kivu du Nord inquiète, voire même s'aggrave au fil des jours, comme nous venons de le voir. Pourquoi la médiation comme celle de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta ou les appels internationaux essuient des échecs quant aux appels de paix? Mais parce qu'il faut très certainement comprendre que le Congo subit un complot international, que pour l'Occident c'est une guerre de pillage et que pour le pays de la sous-région c'est une guerre de conquête. Il faut remonter dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo, monsieur le journaliste. Parce que si on n'interroge pas l'histoire, on ne pourra pas comprendre le présent. J'ai toujours tendance à dire que le passé a les pouvoirs, seul le passé a les pouvoirs d'éclairer le présent. Alors si on remonte pour comprendre la situation, pour aller beaucoup plus rapidement, parce que je ne vais pas vous bouffer votre temps, dans les années 90, les États-Unis, après la chute du mur de Berlin, a donc décidé de maintenir son hégémonie, de maintenir sa superpuissance. Et donc, à travers ces projets, ils décident donc de mettre une mainmise sur la région des Grands Lacs et en Amérique latine. Et ce que je dis ici, je ne l'invente pas, ça a été donc prouvé par le colonel Luc Marshall, qui était l'ancien commandant de Casque Bleu dans le secteur de Kigali, qui dit très certainement que l'ambition des États-Unis était donc de contrôler le Congo à travers
la prise de pouvoir de M. Museveni, le génocide rwandais, et pour finir par le Congo très certainement. Et les médiations échouent aujourd'hui parce que beaucoup de pays africains sont très proches, en tout cas de la région, sont très proches de Kagame et sont très soumis à l'agenda occidental. Et donc pour eux, c'est très difficile de finir une guerre qui a commencé avec cet aval de l'Occident et cet accompagnement du Rwanda. C'est très compliqué pour eux, en tout cas, de s'intégrer et de dire les choses avec sincérité. Alors, sur un autre aspect, je voulais vous interpeller sur un autre sujet concernant la sortie du Premier ministre des Pays-Bas qui a présenté des excuses au nom de son gouvernement au sujet du rôle de son pays concernant l'esclavage. Au cours de l'histoire, le commerce triangulaire a été nommé par Mark Rutte de crime contre l'humanité. Quelle réaction a traversé le militant panafricaniste que vous êtes ? Bon, nous, on a toujours dit dans l'urgence panafricaniste que les excuses ne suffisent pas. Il faudrait qu'il y ait de réparation. Nous savons tous que en ce XXIe siècle, l'Occident a pris cette stratégie de donner l'image qu'elle est humaniste, qu'elle veut en tout cas aider l'Afrique, alors que dans le fait, sur le terrain, c'est autre chose. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de réparation. Nous ne voulons pas d'excuses. L'Africain du XXIe siècle n'a pas besoin d'excuses pour comprendre que l'homme occidental, l'oligarchie occidentale a participé à l'esclavage, a participé à la séquestration de l'homme noir. Alors nous n'avons pas besoin d'excuses, nous avons besoin de réparation. Vous savez, avec rapidement, pas de problème avec le peuple juif, à l'époque avec la Shoah, les juifs ont été en tout cas récompensés. Il y a eu de réparation après les génocides juifs. Alors pourquoi il n'y aura pas de réparation pour le peuple noir? Alors, s'ils veulent être sincères dans leur démarche, il faudrait bien qu'ils puissent avoir de réparation et non simplement des excuses. Nous n'avons rien à faire avec leurs excuses et nous pensons très certainement qu'il doit y avoir une démarche de sincérité, donc des réparations. C'est ça le vrai problème. La véritable question, ce n'est pas les excuses, c'est en tout cas les réparations qui doivent être faites sur le terrain. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci, je crois que le message est entendu. Je rappelle que vous intervenez en direct de Kinshasa et que vous êtes le coordinateur national du mouvement Urgence panafricaniste. Merci d'avoir été avec nous. Sur un autre sujet, Centrafrique, c'est sans doute une page qui se tourne et cela concerne la collaboration militaire. En effet, les derniers militaires français ont quitté Bangui, la capitale. Les clés du camp de Mpoko ont été remis au chef d'état-major de l'armée centrafricaine. On s'en souvient, le contingent français s'est déployé en 2013 dans le cadre de l'opération Sangaris. Et puis on revient au Mali pour s'y arrêter un petit moment avec tout d'abord ce premier pas vers la finalisation du projet constitutionnel. C'est une commission dont est issue la tâche qui a été créée aujourd'hui pour établir un avant-projet en vue de sa consécration ultérieure. On en reparlera tout naturellement. Comme on vient de voir, on l'observe, les choses avancent au Mali sur le terrain politique, mais également sur le versant économique, avec ce retour à l'étalon or pour échapper aux banques internationales avec des taux d'intérêt fluctuants qui plongent souvent les pays en crise économique, comme le Ghana d'aujourd'hui. Le Mali renoue donc avec la politique de Kwame Nkrumah ou encore récemment feu Muammar el-Kadhafi, avec le résultat tragique que l'on connaît. En tout cas, pour la première fois de son histoire, la République du Mali va produire et vendre son or pour en recueillir les dividendes et surtout asseoir une souveraineté monétaire, le tout sous la direction de la transition dirigée par Assimi Goïta. Versant sécuritaire au Nigeria, plus de 20 villageois ont été tués dans 2 attaques distinctes par des hommes armés dans l'état troublé de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Le bilan des violences de ce dimanche contre les villages de Malagoun et Sakwong, dans le district de Kora, s'élève à 28 et 37 morts, selon les sources. Des bandes criminelles attaquent depuis des années des villages du nord-ouest et du centre du pays pour voler du bétail, enlever des habitants afin de monnayer leur libération. Voilà, c'était tout pour votre rendez-vous avec l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News. Quant à moi, je vous dis à demain.